fire in my head. Did you see the light this morning? Sometimes there's this extra air. Sometimes I can keep my mouth open. I will stay if I dare. Do you hear what they call us? Did you hear what they said? My plan was flexible. Don't get stuck anywhere. Moi, j'étais avec un groupe d'amis, on était vraiment très soudés, on était tout le temps ensemble sur les bancs de la fac. Et voilà, on a traversé les études ensemble. Et puis, on s'est revus il y a quelques années. Et en fait, là, en se parlant de comment on avait vécu nos études et puis nos débuts de soignants, on s'est tous rendu compte que chacun avait développé un trouble. Alors, il y en avait une qui était allait plutôt dans les troubles du comportement alimentaire, une autre qui avait des troubles anxieux très forts avec des insomnies, une autre qui avait des signes de burn-out. Et en fait, chacun avait vécu comme ça, en solitaire, sa souffrance, sans oser en parler, pourtant un groupe de proches qui était là. Mais parce qu'il y avait vraiment cette idée de si je souffre, c'est que ça remet en question mes compétences, en fait. Il y a aussi une dimension très culturelle à ça. Aujourd'hui, on va se poser une question en fait, qui est qui prend soin des accompagnants, des soignants. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Laurence Rambaud. Toi, tu es médecin psychiatre, tu travailles en oncologie principalement, aussi bien auprès d'adultes que de jeunes publics. Et tu vas nous parler un petit peu justement de la manière dont toi tu perçois la façon dont les soignants prennent soin d'eux. Est-ce qu'il y a une croyance chez les soignants et par extension chez les accompagnants, parce qu'on ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont dans le soin institutionnel, etc., mais à toutes les personnes qui prennent en charge de la douleur. Est-ce qu'il n'y a pas parfois cette croyance qu'en fait, vu qu'on est accompagnant, on doit être fort, quoi, on doit endurer tout ça? Il y a une espèce de représentation effectivement du soignant qui, s'il est vulnérable, dans le sens s'il ressent quelque chose, s'il est touché, impacté par les personnes qui l'accompagnent ou par des situations qu'il vit, c'est pas un bon soignant, c'est qu'il est faillible. Et même, moi j'irais presque plus loin, c'est que dans les études de médecine, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans des études d'infirmiers ou de soignants au sens plus large, il y a presque cette culture on est quand même poussé dans des situations de stress extrême avec des gardes, des nuits blanches, la culture de faut pas compter ses heures, si tu prends un temps off le midi, c'est un peu que t'es paresseux. Alors ça bouge, ça évolue, mais on part de ces représentations-là qui viennent vraiment verrouiller la parole sur le vécu. Laurence, j'ai une question par rapport à ça. Toi déjà, alors je rappelle, toi tu interviens en oncologie, donc avec des personnes qui vont traverser une maladie qui est souvent vécue comme
assez difficile, ne serait-ce qu'à accepter, que dans son annonce, qu'est le cancer. Donc j'imagine que tu travailles régulièrement avec les personnes qui sont en soins palliatifs, avec des équipes aussi. Pour toi, en tant que soignante, qu'est-ce qui fait que dans ces professions-là, enfin, à quoi on est exposé dans ces professions-là qui peut quelquefois justement mettre en difficulté et ajouter ce que tu commençais à nommer tout à l'heure? Alors, c'est quelque chose qu'on repère de plus en plus et qui jusque-là était pas mal invisibilisé, mais en fait, c'est cette posture-là de soignant, elle met au contact avec des situations d'une intensité émotionnelle, d'une charge émotionnelle qui est quand même assez intense. Donc, il y a comment est-ce que je suis proche de cette charge émotionnelle, avec aussi dans cette posture de soignant l'idée de créer un lien d'intimité, d'être là et dans un lien intime avec l'autre, et en même temps, du coup, comment est-ce que j'arrive à gérer cette intimité? Qu'est-ce que je fais avec ce que ce lien-là ouvre en moi aussi? Avec cette intensité, cette charge émotionnelle forte, il peut y avoir aussi des grands mouvements de colère, des grands mouvements d'agressivité aussi, parce qu'il y a ce côté, mais c'est pas juste ce qui m'arrive, et du coup, cette colère, il faut bien qu'elle se décharge, il faut bien qu'elle sorte. Voilà, il y a globalement une charge émotionnelle et une charge dans ce qui se joue dans le lien qui est assez intense. Et il y a une notion par rapport à ça qui est peu connue du public, et j'aimerais bien qu'on la définisse un peu, parce que je pense que même des soignants, elle est assez peu connue, c'est ce qu'on appelle le trauma vicariant. Est-ce que tu peux en donner peut-être une définition, Laurence? Oui, alors du coup, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, le trauma vicariant, c'est quelque chose qu'on décrit depuis pas si longtemps finalement, depuis à peu près les années 90, mais c'est cette idée que quand on est exposé à des récits d'événements traumatiques, et en fait, le fait d'entendre ces récits et toute la charge émotionnelle qui est reliée à ces récits, finalement, ça utilise un peu ce qu'on utilise nous en hypnose, c'est-à-dire que notre propre cerveau est un espace de scénarisation, de virtualisation de ce récit-là, avec toute cette charge émotionnelle. Et à force de venir entendre ces récits, il peut y avoir comme ça cet impact très profond, comme si ça m'était arrivé. Et donc, générer comme ça un sentiment parfois d'insécurité, alors même que je n'ai pas vécu moi-même cet événement, mais ça va modifier ma vision du monde. Je vais peut-être plus me sentir en sécurité dans la rue quand je marche le soir. Je vais peut-être éviter certaines situations. Parfois même, il y a des flashbacks de scènes qui ne nous sont pas arrivées, mais qui peuvent venir comme si on avait nous-mêmes vécu ce trauma. Donc ça, c'est presque un trauma par contamination, on va dire. C'est vrai que ça paraît étonnant, parce qu'on a souvent l'idée que c'est parce qu'il nous arrive quelque chose qu'on va être touché. J'imagine que c'est aussi ce qui a donné une difficulté à prendre conscience que ce type de traumatisme pouvait exister. Et j'aime bien quand tu fais le lien avec l'hypnose, parce que c'est vrai que on oublie parfois à quel point notre cerveau fait pas tant que ça la différence entre réel et imaginaire. C'est toujours un peu une simplification de dire ça, mais réellement, quand on est exposé à des récits, quand on est en face de personnes qui nous racontent des choses difficiles, notre imaginaire, quand il commence à s'en emparer, en fait, il va produire des réactions assez similaires à ce qui se passerait si on l'avait vraiment vécu. Et j'imagine qu'en tant que soignant, et là je pense à tout le personnel soignant qui va être au contact de récits, qui va être au contact de douleurs, j'imagine que c'est assez facile de minimiser l'impact que ça peut avoir sur soi au quotidien. Il y a même des magistrats aussi qui Oui. s'intéressent de plus en plus à cette question-là, parce qu'effectivement, même dans ces milieux-là, quand on est comme ça témoin de scènes de vécu traumatiques au tribunal, on est aussi impacté par tout ça. C'est ça. Et le simple fait de le connaître, ça permet déjà de conscientiser cet enjeu-là, et du coup de mieux mettre en place aussi des mesures de prévention. Donc c'est important d'en parler, mais aussi pour mieux le prévenir. Parce que s'il n'y a pas d'espace de régulation émotionnelle, s'il n'y a pas d'espace où je viens métaboliser un peu ce que j'ai vécu, entendu, c'est là où il y a plus de risques que ces symptômes se développent. Il y a le trauma vicariant qu'on vient de définir là, donc qui est peut-être plus présent que ce qu'on imagine, mais souvent minimisé. On parle aussi de fatigue compassionnelle. C'est un sujet qu'on commence à entendre. En tout cas, est-ce que tu veux en dire deux mots aussi, Laurent? Je sais que tu travailles dessus et que tu sensibilises à ces questions-là aussi pour des équipes médicales. Ben oui,
c'est un sacré enjeu. En gros, il y a cette question de l'empathie dans le soin, qui est un des piliers du soin et qui est une question qui est fondamentale. Et en même temps, l'empathie, c'est un concept qui est en soi pas si simple que ça déjà à venir déterminer. Il y a à la fois cette capacité à venir comprendre, s'imprégner du ressenti émotionnel et puis de la représentation du monde de l'autre, tout en faisant ce mouvement de je m'imprègne, je comprends et je vis ce que vit l'autre, et en même temps, je suis bien conscient que ça n'est pas moi et c'est à l'autre que ça arrive. En fait, ce simple mouvement-là, ça peut presque être une injonction paradoxale, quoi. C'est à la fois soit complètement présent avec l'autre et en même temps complètement présent avec toi. Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ces qualités de relation où il y a aussi cette sensation de lien intime qui peut se créer. Mais finalement, c'est un équilibre qui est assez ténu et assez fin, finalement, entre un extrême qui serait du coup de plonger complètement avec l'autre dans sa charge émotionnelle, dans sa souffrance. Et alors là, je vis dans ma chair la souffrance de l'autre comme si ça m'arrivait complètement. Et puis l'autre extrême, où là, il peut y avoir cette espèce de distanciation absolue. Et c'est parfois ce qu'on peut vivre. On le vit tous à notre échelle en fin de journée, quand on a eu plusieurs consultes comme ça. Voilà, à force d'être comme ça, dans une intensité émotionnelle et à plonger avec l'autre, on peut avoir ce mouvement-là de je me coupe, mais du coup, je me coupe aussi souvent de ce qui nourrit profondément ma vitalité de soignant, parce que du coup, je suis dans quelque chose où je vais aborder l'autre comme un énième cas qui va présenter des symptômes, et puis je vais interagir avec ces symptômes, mais ça devient très machinal. Et du coup, les signes, ça peut être vraiment ce côté de lassitude, de fatigue, d'irritabilité, et c'est quelque chose qui reste sur la durée, parce que c'est quelque chose qu'on peut tous vivre à certains moments. L'idée n'est pas non plus de tout pathologiser, mais quand ça dure comme ça et quand il n'y a plus d'espace de récupération, quand on sent que et puis ça s'imprègne à la fois dans le soin, mais aussi dans nos espaces plus personnels, je ne peux plus supporter l'émotion des autres. Moi, par exemple, un truc que je fais en fait, je vais chercher mes patients, je suis au 4e étage, et je vais chercher mes patients, donc je prends les escaliers, et je vais les chercher au rez-de-chaussée, à l'accueil. Et du coup, ce temps où je descends les escaliers de l'hôpital, c'est un truc que je fais depuis des années. Je me fais un petit check-up, donc le temps d'arriver jusqu'à l'escalier, je me demande un peu, tiens, comment ça va? Qu'est-ce que je ressens de la consultation qui vient de se passer? Donc, comment je le sens en moi? Comment ça va? En fait, juste un petit temps où je me demande comment ça va. Et rien que ça, c'est un truc en fait, qu'on fait pas de se demander. Et puis ensuite, vraiment, le temps des escaliers. Alors, je me fais une petite transe. Moi, j'aime beaucoup transer en mouvement. Le mouvement m'aide. Et du coup, j'imagine que je fais descendre comme ça la charge émotionnelle et que je garde dans ma main, du coup, ce qui est important de garder de cette consultation, ce qui va pouvoir m'aider pour les consultations d'après, mais que je laisse repartir tout ce qui n'est pas utile de garder. C'est un petit truc. Et je me fais aussi, alors je fais du vélo, je vais à l'hôpital à vélo, et donc sur le trajet à vélo aussi, en pédalant, je me fais des petites récapitulations de la journée avec le souffle. En fait, c'est vraiment cette idée de construire un rituel, mais du coup, en construisant un rituel, c'est de se donner un espace où on peut venir conscientiser tout ce vécu qui sinon reste à un niveau très inconscient et du coup qui peut se majorer, et puis de se donner un espace où on peut le réguler. Il y a aussi cette question d'incertitude dans le milieu du soin, et on n'en parle pas, mais en fait c'est quelque chose d'inhérent à notre pratique. On fait avec l'état des connaissances, mais on fait aussi avec une grosse part d'incertitude, et dans la question des soins palliatifs, peut-être que cette incertitude, elle est encore plus prégnante. On arrive du coup à la fin des traitements
actif sur la maladie. Et du coup, il y a vraiment cette question de qu'est-ce que je fais maintenant pour accompagner la personne, alors sur toutes ces questions du confort, sur toutes ces questions. Et c'est souvent, tu parlais d'enjeux transférentiels, mais c'est souvent aussi des moments où tout est plus intense en fait. Le lien est plus intense, les questions, on vient au cœur de questions existentielles. Et tout ça, c'est assez chargé émotionnellement. Mieux se connaître en tant que soignant, mieux connaître aussi ses propres vulnérabilités, les endroits peut-être où on a vécu peut-être des deuils, des blessures, des situations qui nous ont marqués, et mieux se connaître, mieux connaître ces endroits-là, c'est aussi mieux comprendre ce qui peut nous activer, nous faire réagir plus dans les relations avec les patients. Et puis aussi mieux connaître qu'est-ce qui nous a poussé à venir dans les métiers du soin. Ça peut être, ça peut être aussi un effet loupe sur aussi quels sont nos propres les endroits où on va être un peu plus réactif. Par exemple, si j'ai voulu devenir soignant pour pouvoir agir et aider les autres, un moment où on va me renvoyer que ça ne fonctionne pas, que ça marche pas votre truc, peut-être que ça va appuyer plus fort sur un enjeu important pour moi. Si je le fais pour être aimé, peut-être que je vais réagir plus fort si un patient me renvoie que mais vous êtes vraiment nul. Voilà. Donc avoir cette lucidité sur quels sont mes propres enjeux qui m'ont poussé vers le soin, ou alors réparer quelque chose que j'ai pas eu quand j'étais enfant, devenir le soignant pour apporter aux autres ce que j'ai. Enfin voilà. Explorer, en tout cas, c'est le sens quoi qu'on y met. Ouais. J'aimerais bien poser juste quelque chose. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'auto-soin et il y a besoin d'amener cette connaissance-là parce qu'en fait, on n'en parle pas et du coup, on n'apprend pas aussi à se poser la question. Mais je ne voudrais pas non plus venir invisibiliser un fonctionnement auquel ça peut être aussi pathologique de se suradapter. L'idée n'est pas d'être dans une suradaptation du soignant à quelque chose qui est maltraitant. Et donc, parfois, l'auto-soin et être accompagné, elle est pas simple du coup, parce que c'est bien donner des outils, ça paraît évident, mais comment on fait pour qu'une personne prenne conscience du moment où c'est trop, où elle n'est pas censée gérer quelque chose qui la dépasse justement? Ouais, je pense déjà ce qu'on fait, c'est-à-dire en diffusant cette connaissance-là, parce qu'il y a aussi une énorme chape de plomb de culpabilité en fait, qui fait que je vais m'en vouloir ou je vais me sentir pas compétent si je me sens fatiguée, si j'en ai marre de mes patients, si je me sens coupée de mes émotions, si j'arrive plus à ressentir de l'empathie, tous ces signes de la fatigue de compassion, déjà les poser comme quelque chose qui peut arriver et c'est pas parce c'est souvent quelque chose d'ailleurs. Un des terrains de cette fatigue de compassion, c'est aussi des soignants qui sont hyper engagés émotionnellement, qui sont dans cette empathie très forte. Donc, c'est cette force du soignant qui est aussi le terreau de ce qui peut devenir sa vulnérabilité. Donc, déjà, diffuser la connaissance pour déculpabiliser.
Un petit mot de la fin, je sentais que tu voulais dire quelque chose, Laurence? Oui, peut-être juste pour faire quand même un contrepoids, parce qu'on a parlé de tout ce qui était souffrant, mais il y a aussi ces concepts de résilience vicariante, qui est un beau concept, je trouve. C'est-à-dire qu'à force d'être au contact de personnes qui vivent des événements traumatiques, mais qu'on accompagne et qu'on voit mettre en place des stratégies d'adaptation ou des rituels ou des choses qui leur permettent de dépasser ce qu'ils ont vécu, parfois qu'on n'aurait même pas imaginé nous en tant que soignants, c'est aussi des sacrés apprentissages. Et donc c'est aussi ce qui fait la beauté de notre travail, c'est qu'on grandit aussi au contact de ces transformations des patients. Cette intimité à laquelle on a accès en tant que soignant, d'être comme ça plongé au cœur de ce qui est vivant, au cœur de ce qui est avec toute la complexité de l'humain, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de nos métiers. Et c'est important aussi de le garder en tête.